Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette nouvelle webconférence organisée par la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, je suis avec deux professionnels de santé du département, Élodie Bonnet et Corinne Farge, qui sont toutes deux orthophonistes. Après avoir parlé avec vous du Covid et de ses impacts sur différentes professions, nous avons décidé aujourd'hui de zoomer sur les impacts du Covid sur les orthophonistes, les patients et sur l'activité des professionnels de santé. Donc, sans transition, je vous remercie déjà pour votre présence et je vous adresse une première question. Qu'est-ce que vous avez pu observer en tant qu'orthophoniste chez les patients qui ont eu le Covid? Quel impact sur leur prise en soins? Et du coup, je laisse la parole à Élodie Bonnet. Bonjour. Alors, effectivement, chez les patients qui ont eu la COVID-19, nous observons deux grandes catégories de troubles. On a des troubles qui résultent de l'intubation, ce qu'on appelle, nous, des dysphagies, des troubles de la déglutition, et des dysphonies. Donc, nous intervenons auprès de ces patients dans le but d'une reprise alimentaire fonctionnelle. Donc, il y a tout un travail dans nos cabinets autour du réflexe de déglutition, autour de la mobilité des organes phonateurs chez ces patients et tout un travail de renforcement glottique. Ça, c'est pour le travail de la déglutition, qui pour moi est un travail plutôt assez urgent et à faire le plus tôt possible chez ces patients. Ensuite, on a un travail autour de la voix dans le cadre de dysphonie, avec du coup un renforcement du sphincter glottique, une coordination pneumophonique satisfaisante et un travail vocal, une voix plus forte, plus sonore, plus audible de tous. Et on a un deuxième volet, ce sont les troubles d'origine neurologique. Ce sont des patients qui vont avoir une faiblesse attentionnelle, un défaut du maintien de l'attention sur le long terme. On observe aussi une grande fatigabilité. Donc, il y a toute une rééducation à faire autour de ces capacités attentionnelles qui peut se faire dans nos cabinets. Alors, il faut savoir que ce sont des troubles que nous avons déjà l'habitude de rééduquer dans d'autres contextes que celui de la COVID-19. Je pense par exemple aux patients post-accident vasculaire cérébral ou dans le cadre de traumatisme crânien. Parce que c'est vrai que le Covid a pu avoir des impacts importants. On pense notamment aux patients intubés dont vous avez parlé avec du coup des troubles à corriger assez rapidement post-intubation. Tout à fait. Et au-delà de ces patients qui ont eu le Covid, on sait que l'année a été très particulière pour les orthophonistes dans la mesure où les cabinets ont été fermés par l'Agence régionale de santé lors de la première vague. Quels autres impacts vous pouvez observer sur vos patients, qu'ils aient eu le Covid ou non? Peut-être pour répondre à cette question, je laisse la parole à Madame Farge. Oui, comme vous le disiez là à l'instant, nos cabinets ont été fermés pendant 2 mois sur décision administrative. Donc tout ça, enfin, la crise du Covid est arrivée déjà dans un contexte extrêmement tendu, où il y avait une forte demande et où nos capacités d'accueil des nouveaux patients étaient déjà très compliquées. Cette fermeture, ce confinement a eu pour effet dans un premier temps, de diminuer le nombre de demandes, avec une reprise aux alentours du mois de mai-juin, qui était très timide. En revanche, depuis la rentrée, nous avons une demande qui explose. C'est-à-dire que là, on arrive à des demandes qui avoisinent les 15-20 appels par jour, hein, ça arrive régulièrement. Et on sent qu'il y a eu un certain nombre de prises en soins qui ont tardé et qui apparaissent seulement maintenant. Il y a aussi un autre phénomène qui s'est mis en place, qui est, je pense, à mettre en relation avec une scolarité qui a été extrêmement perturbée pendant tous ces mois au cours de la première vague. Et nous avons énormément
d'appels concernant des enfants qui sont en difficulté d'apprentissage. Je pense qu'il y a aussi, et ça reste à définir parce qu'on n'a pas de chiffres très précis dessus, mais il y a un certain nombre de patients qui n'ont pas voulu ou pas souhaité faire une demande de prise en charge à la sortie du premier confinement et puis qui arrivent seulement maintenant. Il y a d'autres patients qui étaient pris en charge avant la Covid et qui n'ont pas souhaité reprendre leurs soins en orthophonie. Je pense particulièrement à des personnes âgées qui sont extrêmement craintives de la situation de la pandémie. Donc, on a énormément de demandes. Il faut savoir qu'on n'est pas si nombreuses que ça sur le département. Nous sommes aux alentours de 250-260 en moyenne, avec beaucoup d'arrivées, mais aussi beaucoup de départs. Ça bouge beaucoup. Un socle d'orthophonistes qui, elles, sont très présentes et durablement, mais qui vieillissent. C'est pas très joli, mais c'est une réalité. D'autres départements alentours qui sont eux-mêmes sous très forte tension. Une démographie du département de Seine-Saint-Denis qui est quand même extrêmement forte, avec une population jeune et une population aussi précaire, avec des pathologies qui peuvent être importantes, lourdes. Donc, tous ces paramètres réunis font qu'il y a une demande qui, depuis quelques années, grandit jusqu'à devenir extrêmement forte là, ces dernières semaines. Donc, on peut dire que vraiment, le deuxième impact de la Covid, ça a été aussi cet aspect-là de recours aux soins qui va être de plus en plus difficile, qui demande une organisation euh, qui reste à définir et qui va être extrêmement compliquée à mettre en place. De ce point de vue, il y a eu une avancée importante cette année avec la mise en place du remboursement des soins de télé-orthophonie. Quel regard vous portez sur ce dispositif? Est-ce que vous l'utilisez et vous considérez que ça peut être complémentaire des autres prises en charge? Alors, la téléorthophonie, elle a été ouverte pendant le premier confinement. Je n'ai plus les dates en tête. Ça a été un recours extrêmement précieux pour des orthophonistes qui ne pouvaient plus travailler et puis pour maintenir un lien avec des patients qui étaient dans la nature, hein. Donc, c'est un outil qui est précieux, incontournable, mais qui a ses limites. Je pense que ma collègue Élodie Bonnet pourra vous en dire un peu plus, mais il y a un certain nombre de prises en charge qui semblent très compliquées via la téléorthophonie. Et il y a aussi c'est un support technique que tous les patients ne peuvent pas mettre en place. D'abord parce qu'il y a une vraie fracture numérique dans la population. Et puis, d'autre part, du fait même de leur pathologie, quand il y a des troubles cognitifs, c'est très, très compliqué d'avoir recours à des outils techniques tels que la téléorthophonie. Tout à fait, je rejoins Madame Farge là-dessus. On a découvert les limites de la téléorthophonie avec notre patientèle. Je pense notamment au sujet âgé qui se retrouve en fait derrière un écran. Donc, il y a les limites de l'outil informatique, mais les limites aussi cognitives pour ces patients-là. Par rapport aussi à notre travail, quand on prend en charge des troubles de l'oralité chez des petits, on se retrouve à faire des manipulations, des choses, et effectivement, derrière un écran, on est extrêmement limité. Donc oui, pour cet outil, mais dans un certain cadre et dans certaines, je dirais, pathologies particulières.
Ok, merci beaucoup. On comprend que du coup, c'est pas adapté à toutes les prises en charge, mais ça peut être précieux, notamment face au volume de patients qui arrivent là en cette deuxième partie d'année du fait des ruptures de prise en charge liées au Covid. Par rapport au contexte global, si on reconstitue un petit peu le parcours d'un patient qui va arriver chez un orthophoniste, qu'est-ce que vous pouvez attendre des autres professionnels de santé? Déjà, une meilleure connaissance de notre profession, parce qu'on a quand même, allez, je vais parler au nom de mes consoeurs et confrères, on a quand même le sentiment d'être reconnus comme des praticiens qui s'occupent presque exclusivement d'enfants. Ce qui est loin d'être le cas parce que le champ de compétences de l'orthophonie, ça va de 0 à 99 ans. Ma collègue l'a dit tout à l'heure, on a par exemple une patientèle de personnes âgées qui peuvent présenter des maladies neurodégénératives, des adultes qui ont eu un AVC ou un traumatisme crânien. On a des pathologies vocales qui peuvent être tout à fait concernées, en tout cas plus particulièrement les personnes adultes. Donc, il y a vraiment un volet entier qui semble un petit peu être méconnu, en tout cas des autres professionnels de santé et du public en général. Euh, notre souci actuellement, c'est que les orthophonistes sont en train de disparaître progressivement, mais sûrement, des établissements hospitaliers et médico-sociaux. Ça tient énormément à l'attractivité des postes qui sont proposés dans ces établissements. Je ne reviendrai pas sur ce volet un petit peu plus professionnel, on va dire, mais dans les services où il n'y a plus d'orthophonistes, où pourtant le besoin s'en fait sentir, les médecins ne finissent par penser que nous n'existons plus dans ces cadres-là. Et du coup, eh ben, les prescriptions, elles ne se font plus. Lorsqu'il n'y a pas d'orthophoniste dans les services ou dans les établissements, on ne pense pas spécifiquement à avoir recours à des orthophonistes pour la suite des prises en charge. Donc, c'est une vraie difficulté. Nous, on aimerait que les prescriptions reprennent leur place. On aimerait que ça fasse suite à la sortie des hospitalisations en particulier. Euh, il y a aussi tout un volet de coordination qu'on aimerait avoir avec les autres professionnels de santé, et en particulier avec les infirmiers et les kinés. On a parlé tout à l'heure des prises en charge, notamment sur les troubles de la voix, les dysphonies. Il y a une prise en charge du souffle qui devrait se faire en coordination avec les kinésithérapeutes. Je pense également à tout ce qui est de l'ordre des dysphagies, c'est-à-dire des troubles alimentaires, où là, on aimerait bien pouvoir collaborer davantage avec les diététiciennes, par exemple. Et j'oublie d'autres exemples, hein, mais on est quand même sur des prises en charge globales. Il serait nécessaire que nous parlions et que nous partagions davantage, mais je pense que tous, et en particulier dans le contexte actuel, nous manquons de temps, nous manquons de moyens et d'outils. Donc, à notre niveau, il faut que nous fassions le nécessaire pour répondre le mieux possible à toutes les demandes. À l'heure actuelle, nous sommes dans des grandes difficultés pour pouvoir le faire. Il est nécessaire que nous dégagions des priorités. Pour cela, parfois, il faut avoir des contacts avec les établissements, avec les médecins, avec les autres professionnels de santé. Et en particulier, on peut avoir aussi recours à nos propres collègues de notre profession. Nous avons l'habitude de nous rencontrer, alors pas toutes, mais nous sommes nombreuses quand même à être en contact, en lien les unes avec les autres. Je dis les unes avec les autres parce qu'on est une profession qui est quasiment exclusivement féminine. Mais il y a quelques garçons. Donc nous avons l'habitude de nous parler, de partager, quelquefois de recourir aux unes ou aux autres pour parler d'un patient, pour l'orienter ou pour faciliter en tout cas sa prise en charge.
Mais ça reste une difficulté particulière et c'est quelque chose qu'il va falloir encore réfléchir et penser pour se projeter dans les années à venir. De ce point de vue, c'est vrai que à la caisse primaire, on a de plus en plus en fond d'écran l'émergence des communautés professionnelles territoriales de santé, des CPTS, avec derrière un objectif de déploiement d'un véritable parcours qui inclura, on l'espère, l'ensemble des professionnels de santé liés à la prise en charge des patients. Du coup, ça sera intéressant de suivre l'émergence des projets dans le département et de voir comment les orthophonistes peuvent s'intégrer dans ces différentes CPTS. Est-ce qu'il y a J'espère d'autres que les messages? Pardon. orthophonistes pourront s'intégrer dans ces CPTS et je le souhaite d'autant plus qu'il y a un socle important, un socle de base dans les CPTS qui est la prévention, sur laquelle les orthophonistes ont aussi des choses euh, à dire et à faire. Est-ce qu'il y a d'autres messages autour de votre activité, de la prise en charge des patients ou de la coordination que vous souhaiteriez faire passer aujourd'hui? Il y a tant de messages. Euh, honnêtement, là, il y a quand même des enjeux importants pour notre profession alors, évidemment, dans ce contexte particulier, mais de façon plus générale, pour les années qui viennent. Il faut on- on- il faut que notre profession et nos partenaires prenions en compte un certain nombre de paramètres et d'enjeux pour assurer les prises en charge de nos patients, nos futurs patients, et pérenniser un certain nombre euh, de, de tendances, hein, c'est-à-dire faciliter l'installation, voire l'inciter. Il y a un certain nombre de choses qui restent aussi à imaginer et inventer. Euh, je parlais aussi de la prévention à l'instant. Je pense qu'il y a vraiment des choses à jouer dans ce domaine-là. Mais ce sont des gros dossiers. Ce serait difficile de les développer tous aujourd'hui. Très bien.